Ongko 있죠. Le président. Reprise de l'audience. La parole va être rendue à la partie civile. Je vous en prie. La partie civile. Avant la pause, nous avons parlé du moment jusqu'auquel des disparitions au ministère se sont poursuivies. Ma question à présent est la suivante. Est-ce que ces disparitions ont continué au ministère lorsque Nuon Chea en était responsable? Réponse. Quand Nuon Chea a pris la direction du bureau 433, le problème de disparition des forces a disparu. L'interprète se reprend. Le problème a cessé. Auparavant, certains de mes collègues avaient disparu, mais à compter du moment où il a assumé ses fonctions, il n'y a plus eu de disparition. La partie civile. Monsieur le Président, pour apporter certaines précisions, j'aimerais donner lecture à l'intention du témoin d'un extrait de son PV d'audition. Document E3/438. Je donne les ERN en anglais. 00 375 876, en khmer 0037 34 36 et en français 00 42 64 33. Ici, une question est posée au témoin. Je cite. Jusqu'à quel moment cette politique a-t-elle été mise en œuvre? La réponse a été: cette politique a existé de manière continue, même si Nuon Chea a demandé qu'on ne fasse pas de distinction entre peuple nouveau et peuple ancien. Les disparitions ont continué. Fin de citation. Monsieur Kyo-en. Voilà donc la réponse que vous avez faite aux enquêteurs. Or, aujourd'hui, vous dites que quand Nuon Chea était responsable, il n'y a plus eu de disparition. Pouvez-vous préciser? Réponse. Je peux apporter des précisions. Nuon Chea a assumé la direction du bureau K33. À ce moment-là, il n'y a plus de disparition. Mais j'ai entendu des gens de l'extérieur dire qu'il y avait des disparitions qui continuaient dans d'autres bureaux. J'ai entendu dire que des gens étaient retirés de l'endroit où ils travaillaient, mais là où moi je travaillais, il n'y a pas eu de disparition. Mais j'ai entendu parler de retrait de certaines personnes dans d'autres bureaux. C'est pour ça que j'ai dit que quand Nuon Chea est arrivé là où j'étais, il n'y a pas eu de disparition. Je n'ai pas été témoin de disparition d'autres gens dans d'autres bureaux, mais j'ai entendu dire que dans d'autres endroits, des gens ont continué d'être retirés. Mais je n'en ai pas été témoin personnellement. J'ai entendu d'autres en parler. Question.
Ces autres gens, de quel bureau parlaient-ils? Réponse. Je ne me souviens pas bien. Mais à K33, il y avait des bureaux qui étaient subordonnés au ministère. Ceux qui étaient chargés de la liaison avec les bureaux relevant du ministère recevaient certaines informations concernant les disparitions de membres du personnel qui se poursuivaient au sein de ces bureaux. Question. Je passe à un autre thème, déjà abordé par mon confrère. Il s'agit des moines qui ont été défroqués. À quel moment cela s'est-il produit dans votre village? Le fait que des moines aient été défroqués et envoyés sur des sites de travail. Réponse. Je ne me souviens pas de la date exacte. Mais avant que je ne quitte mon village natal, avant que les soldats de l'Onnol n'arrivent dans mon village, il y a eu des moines défroqués. J'en ai parlé aussi aux enquêteurs. Ce village, c'était un endroit où les deux forces armées s'affrontaient. Pendant la journée, l'armée de l'Onnol contrôlait le village, mais pendant la nuit, les forces révolutionnaires occupaient le terrain. Pour ce qui est des moines défroqués, cela s'est produit même avant l'arrivée des soldats de l'Onnol dans mon village. Il y avait déjà eu des cas de moines défroqués avant l'arrivée des soldats de l'Onnol. Et quand les soldats de l'Onnol sont arrivés dans le village, il y a des gens qui avaient pris l'habit et ceux-là ont à nouveau été défroqués lorsque les soldats de l'Onnol ont perdu. Et cela s'est produit avant même que je ne rejoigne la Révolution. Question. À votre connaissance, qui a ordonné à ces moines de quitter l'habit? Réponse. À l'époque, je ne savais pas qui avait ordonné aux moines de se défroquer. Mais les révolutionnaires qui étaient chargés de contrôler mon village sont les gens qui ont ordonné aux moines de se défroquer. Mais je ne sais pas d'où venait cet ordre. Je savais qu'il s'agissait d'un ordre venant de la personne responsable du mouvement révolutionnaire dans mon village. Question. Cette personne a-t-elle dit pour quelle raison il fallait que les moines se défroquent? Réponse.
À l'époque, je ne savais pas pourquoi les moines devaient se défroquer. Les gens n'osaient pas protester contre les ordres donnés à l'époque. Et si l'on ordonnait aux moines de se défroquer, personne n'osait protester. C'était une décision qui avait été prise et les gens n'ont pas protesté. Ils ont dû se conformer à la décision prise par les autres. Question. J'aborde le dernier thème de mon interrogatoire. À quel moment vous êtes-vous marié? Était-ce durant la période du Kampuchea démocratique? Réponse. Concernant mon mariage, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme lorsque j'étudiais à proximité de la frontière thaïlandaise. En réalité, je me suis marié à proximité de cette frontière thaïlandaise. Question. Était-ce avant ou après le 17 avril 1975? Réponse. Je me suis marié à proximité de la frontière thaïlandaise après que je me suis réfugié là-bas, après avoir quitté Phnom Penh. C'était en 92. En 82 ou 83, j'avais une trentaine d'années et ma femme avait 27 ans. La partie civile. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite un bon retour chez vous. Le président. Est-ce que des juges souhaitent poser des questions aux témoins? Juge Laverne, je vous en prie. Oui, Monsieur le Président. Juste une petite question. Monsieur le témoin, est-ce que, à votre connaissance, il existait, pendant la période du Kampuchea démocratique, des services identiques à celui dans lequel vous avez travaillé au ministère de la Propagande? Est-ce qu'il y avait d'autres services qui étaient en charge d'écouter les nouvelles internationales et de les transmettre à qui de droit? Réponse. Je ne sais pas s'il y avait d'autres départements de ce type, mais au sein du ministère de la propagande et de l'information, il y avait une section chargée d'écouter les émissions radio d'actualité internationale. Je ne sais pas ce que l'on faisait ensuite de ces informations, mais on les comparait certainement
aux nouvelles entendues dans les émissions de radio internationale. C'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu qu'on comparait les informations que je rapportais à celles qui étaient obtenues sur les ondes des radios internationales. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit aujourd'hui, il semblerait que ce travail ait nécessité un matériel tout à fait particulier et des personnes disposant de compétences tout à fait particulières. Donc, je répète ma question, est-ce qu'à votre connaissance, il existait d'autres matériels de ce même type disponibles à Phnom Penh? Et est-ce qu'il y avait d'autres personnes disposant des mêmes compétences à Phnom Penh? Ou est-ce qu'à votre avis, votre service était le seul capable d'effectuer de telles prestations? Réponse. Il s'agit seulement d'observations de ma part. Je ne connaissais pas les détails, mais ce que je savais, c'est qu'on m'avait envoyé une machine, à savoir un téléscripteur, qui a donc été envoyé à mon département pour réparer la machine. Et j'ai supposé qu'il devait y avoir un service utilisant cette machine. Est-ce qu'à un quelconque moment de votre travail au sein du ministère de la Propagande, vous avez eu connaissance de liens existants entre le ministère de la Propagande et, par exemple, le ministère des Affaires étrangères? Réponse. Au départ, je n'étais pas au courant de la nature des relations entre ces deux ministères. Mais avant mon départ de Phnom Penh, il y avait 2 ou 3 personnes qui avaient été envoyées du ministère des Affaires étrangères pour nous remplacer. Ces gens ont été affectés à mon département avant que je ne quitte Phnom Penh. Je suppose que parmi les nouvelles internationales qui étaient écoutées et qui étaient retransmises, un certain nombre devaient concerner des déclarations faites par exemple par M. Khieu Samphan lorsque celui-ci s'adressait par exemple à des chefs d'État étrangers. Est-ce que vous savez si votre service transmettait certaines informations au présidium de l'État, à M. Khieu Samphan? Réponse. Concernant les informations en langue étrangère, je préparais seulement un document imprimé envoyé à l'extérieur, mais je ne comprenais pas le contenu. Je travaillais sur la préparation des cassettes à envoyer aux fins de diffusion, mais j'en ignorais le contenu. Une dernière question. Est-ce que, monsieur le témoin, au cours de votre activité au ministère de la Propagande, vous avez à un quelconque moment entendu parler de monsieur Ouyoun?
Réponse. Je travaillais au sein du ministère de la Propagande et j'ai bien entendu parler de Hu Yun. Mais je n'ai jamais vu son visage, je ne connaissais pas ses fonctions. J'ai entendu les noms Hu Yun, Yunim et Khieu Samphan. J'avais entendu ces noms même avant d'arriver à Phnom Penh. Je ne l'ai jamais vu, même lorsque j'étais à Phnom Penh. C'est tout. Et quand vous avez entendu parler de M. Hu Yun, est-ce qu'on vous a dit si M. Hu Yun était un traître? Je ne savais pas si Hu Yun avait été désigné comme un traître. Il n'y a pas eu d'annonce à son sujet. Au contraire d'Unim, je ne savais pas si c'était un traître, je n'étais pas au courant des erreurs qu'il aurait pu commettre. J'avais simplement entendu son nom, je ne l'ai jamais vu ni rencontré. Avez-vous entendu dire que certains membres du ministère de la Propagande avaient pu se suicider? Je ne suis pas en mesure de répondre à votre question car je ne m'en souviens pas. À cette époque, je pense avoir entendu quelque chose à ce sujet, mais je n'en suis pas certain et je ne me souviens pas très bien. Je ne suis donc pas en mesure de répondre à votre question. C'est la vérité. J'ai peut-être entendu parler de cela, mais je ne m'en souviens pas très bien. Pour cette raison, je préfère ne pas répondre à votre question parce que mes souvenirs concernant cet événement ne sont pas très clairs. Je vous remercie, monsieur le témoin. Je n'aurai pas d'autres questions à vous poser. Merci. Le président, merci. La Chambre cède la parole à la défense de Nunchia qui pourra interroger ce témoin. Vous avez la parole. Maître Sonaroun. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour, Monsieur Khieu-En. Je suis Maître Sonaroun. Je suis avocat de la défense de Monsieur Nunchia. Et j'ai un certain nombre de questions à vous poser. Je fais référence au document E3/438. Le procès verbal de votre audition auprès des enquêteurs du bureau d'éco-juge d'instruction. On vous a interrogé concernant la conquête à laquelle vous n'avez pas participé et si des hauts dirigeants comme Khieu Samphan ou Nunchia y auraient participé. L'interprète se reprend. La question concernait le congrès
ou des grandes assemblées auxquelles des hauts dirigeants auraient participé. Réponse. Concernant ces congrès, je n'en suis pas certain. Je ne saurais dire si les hauts dirigeants y ont participé, car personnellement, je n'ai pas assisté à ces congrès. Même au sein de mon propre ministère, lorsqu'il y avait une grande réunion, je n'y participais pas. À cette époque, j'étais une personne tout à fait ordinaire. Je devais m'occuper de mon travail, même lorsque il se tenait de grandes réunions. Seuls les membres du parti ou de la Ligue de la jeunesse assistaient à ces congrès ou à ces réunions. J'ai rarement assisté à ce genre de rassemblement. La défense. Merci. Question suivante. Pendant la période où Hu Nim était au ministère, vous avez dit ignorer son statut au sein du parti. Les réunions étaient présidées par Hu Nim et après son arrestation, c'est Yunyat qui a repris ce rôle. Par la suite, Nunchia a remplacé Yunyat. Vous avez dit que Yunyat a été remplacé par Nunchia. Et vous avez bien dit remplacé. Est-ce que par cela vous entendez qu'il a remplacé Yunyat dans ses fonctions de ministre? Yunyat était le ministre. Vous dites que Nunchia l'a remplacé. Est-il venu la remplacer en tant que ministre de la propagande? Quelle position a-t-il occupé lorsqu'il a remplacé Yunyat? Réponse. Au sujet de ce remplacement, tout ce que je savais, c'est que lorsque Hu Nim a été retiré, c'est Yunyat qui est venue le remplacer. Elle venait tous les matins et tous les après-midi. Pendant les réunions, les gens étaient convoqués à ces réunions en même temps que des personnes du service de l'éducation. Par la suite, on ne voyait plus Yunyat venir au travail et envoyer Nunchia. C'est ainsi que l'on a su que Nunchia l'avait remplacé, mais je ne savais pas à quel titre. Je savais simplement que l'un disparaissait et que l'autre venait le remplacer. Je ne saurais parler des décisions de l'échelon supérieur quant à un éventuel remplacement. Il y avait 3 périodes, Hu Nim, Yunyat, puis Nunchia. Sous la direction de Yunyat, les 2 ministères ont été fusionnés en un seul. Après le départ de Yunyat, j'y ai vu Nunchia. C'est tout ce que je peux répondre à cette question. Question. Merci. Lorsque Hu Nim était encore là,
il était là, ensuite il a été retiré. Est-ce que le travail était organisé de la même manière? Vous dites qu'il venait le matin et l'après-midi tous les jours, ou est-ce qu'il ne venait que de temps en temps? Et lorsque Nunchia était à la tête du ministère, est-ce qu'il venait ponctuellement ou régulièrement? Réponse. En y réfléchissant, les activités qu'on avait à faire n'ont pas changé. Je n'étais pas au courant de la charge de travail des échelons supérieurs. Par exemple, il venait jeter un coup d'œil et puis repartait assez rapidement et puis il revenait le lendemain. Je ne peux vous donner des détails concernant son travail. Comme je l'ai déjà indiqué, j'ai simplement observé que le niveau des rations alimentaires a changé. Les conditions de travail et de vie ne changeaient pas beaucoup, c'est tout. Question. Après l'arrestation de Hunim, vous avez dit que les personnes ayant assisté à la formation à vos côtés ont été arrêtées par la suite. Vous parlez bien de l'arrestation de Hunim et des gens qui ont suivi la formation avec vous. Qu'entendez-vous par le mot arrestation? Le mot arrestation, dans son sens juridique, signifie que la personne aurait été menottée ou raccompagnée par d'autres personnes. Avez-vous vu de vos propres yeux la manière dont on a arrêté Hunim? Réponse. Je n'ai pas été témoin de l'arrestation de Hunim. Il a été retiré et au bout de quelques jours qu'il avait disparu, les gens se demandaient où il était. Le mot arrestation était utilisé, mais certaines personnes parlaient d'être retirées à des fins de rééducation. On n'utilisait pas souvent le mot arrestation, on disait que la personne était envoyée à la rééducation. Vous invoquez le sens juridique du terme, mais en pratique, il n'utilisait jamais le terme arrestation. Mais lorsque les personnes étaient retirées, et lorsqu'on dit qu'ils ont été retirés et envoyés à un autre endroit, cela fait référence à une arrestation. Je ne peux pas vous dire si la personne était ligotée ou pas. Quelle que soit la définition que vous donnez au terme arrestation, bien ça c'est à vous d'en décider. Parce que parfois les gens étaient envoyés en rééducation et ils ont été retirés, mais on n'a jamais parlé d'arrestation. Puis par la suite, après une disparition, les gens parlaient entre eux et disaient que la personne avait été arrêtée. C'est ainsi que je comprends le terme arrestation. Quant à savoir s'il faut utiliser le mot arrestation ici devant cette chambre, ça me dépasse. La défense, merci. Question suivante.
Vous avez dit au co-juge d'instruction qu'on a montré les aveux de Hunim pour démontrer qu'il avait des liens avec la CIA. On vous a demandé si vous avez vu de vos propres yeux les aveux de Hunim. Devant les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction, vous avez parlé de ces aveux. Récemment, vous avez dit que pendant la formation avec Yunyat a fait une annonce concernant Hunim. Voici ma question. Avez-vous vu les aveux écrits de Hunim? Réponse. Je pense avoir déjà répondu à cette question, mais je peux clarifier. Je n'ai pas vu les aveux écrits. Je ne les ai pas eus entre mes mains. Mais en effet, une annonce a été faite concernant les aveux de Hunim. Mais les aveux eux-mêmes ne m'ont pas été donnés. Je ne les ai pas eus entre les mains. Question. Pendant cette même audition, vous avez mentionné un conflit entre les gens de l'Est et les gens du Sud-Ouest. Vous avez dit ignorer qui a arrêté qui. Mais vous avez indiqué que les gens venant de l'Est n'ont pas été épargnés et qu'ils ont été remplacés par des gens du Sud-Ouest. Pourriez-vous expliquer devant cette chambre les raisons de cela? Et de quel niveau provenait l'ordre d'effectuer ces remplacements? Et savez-vous si les zones elles-mêmes étaient d'accord avec ces remplacements? Réponse. J'ai déjà indiqué lors de mon audition de témoin ne pas avoir été au courant des décisions prises par les échelons supérieurs sur le terrain. Ce que j'ai constaté, c'est que lorsque j'ai participé à la première formation technique, il y avait de nombreux participants qui venaient de l'Est. J'ignore ce qui s'est passé au niveau des dirigeants ou j'ignore quelle décision a pu être prise, mais lors du retrait de Hunim, ceux qui avaient suivi la formation technique avec moi ont été retirés également. Des membres des forces qui étaient là avant mon arrivée ont également été retirés. Lorsque Yunyat a repris le ministère, les gens qu'on m'envoyait et que je devais former venaient tous du Sud-Ouest. J'ai donc constaté que ceux de l'Est étaient partis et ont été remplacés par ceux du Sud-Ouest. Après,
Je ne peux pas vous dire quelle décision a été prise par les échelons supérieurs. Je ne peux vous dire que ce que j'ai vu, ce qui s'est passé. La défense. Merci. Dans votre témoignage ce matin, vous avez parlé des 3 phases, ces remplacements, donc la phase de Hunim, puis Yunyat, puis Nunchia. Vous avez dit que Nunchia a repris la direction à la fin de l'année 1978, et ce jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens. Voici ma question. Avant que Nunchia soit venu remplacer Yunyat, saviez-vous quelle était sa fonction à Nunchia? Réponse. Avant de reprendre la direction du ministère, Nunchia, d'après ce que j'en savais, était le numéro 2 ou la personne juste après Pol Pot. Je n'ai pas vu de document, mais je l'ai su par des amis, membres du parti ou de la Ligue de la jeunesse qui m'en ont parlé. Je ne l'ai pas su lors d'une formation quelconque. Je savais également qu'il était membre du comité permanent. Mais encore une fois, je ne l'ai pas appris en séance d'études. J'ai écouté la radio et c'est ainsi que je l'ai appris. Question. En dehors de savoir qu'il était membre du comité permanent, saviez-vous qu'il occupait une quelconque autre fonction? Réponse. D'après mes connaissances, et je n'en étais pas certain, il aurait représenté l'Assemblée nationale. C'est tout ce que je savais, en plus du fait qu'il était membre du comité permanent. À cette époque, j'ignorais comment fonctionnait l'Assemblée générale, je ne connaissais pas le rôle du gouvernement. Question. Merci. Vous avez travaillé en tant que fonctionnaire, vous êtes lettré. Dans la structure politique du Kampuchea démocratique, pouvez-vous nous éclairer concernant cette structure? Est-ce qu'il y avait un parti et puis un gouvernement? Réponse. J'ignorais les détails. Je savais qu'on était soit membre du parti, soit à l'extérieur du parti. Les masses populaires devaient suivre les instructions qui étaient préparées en interne du parti. C'est tout ce que je savais et rien de plus. Il y avait parfois des réunions des membres de la Ligue de la jeunesse et comme je n'étais pas membre, je n'étais pas autorisée à y assister. Il en était de même pour les réunions des membres du parti. Je n'en étais pas membre, donc je ne pouvais pas assister à ces réunions. Je faisais partie des masses.
et les membres des masses ne jouaient pas de rôle important. Seuls les membres du parti et de la Ligue de la jeunesse se voyaient confier des responsabilités ou des rôles importants. C'est tout. La défense. Merci. Vous avez répondu au co-juge d'instruction et ce matin à l'accusation et aux avocats des parties civiles en disant que Nunchia a remplacé Yunyat au ministère de l'Éducation et de l'Information. Vous avez dit que Nunchia était le ministre de la propagande, de l'information et de l'éducation. Comment l'avez-vous su? Est-ce que d'autres personnes vous l'ont dit? Et vous répétez ce qu'on vous a dit simplement? Réponse. Je n'ai pas bien compris votre question. Je vous ai déjà dit que Nunchia avait remplacé Yunyat au ministère de la propagande et de l'information et Yunyat était la ministre de l'Éducation. Mais après que Yunyat ait remplacé Hunim, les deux ministères ont été fusionnés pour devenir le ministère de l'Éducation et de l'Information. Et par la suite, Nunchia a remplacé Yunyat. Donc, je ne comprends pas tout à fait votre question. Maître Sonaroun. Ma question est la suivante. En tant que ministre de la propagande et de l'information, il y avait Hunim. Ensuite, plus tard, Yunyat a fusionné ce ministère avec le ministère de l'Éducation. Cela signifie que lorsque Nunchia est venu remplacer Yunyat, est-ce que cela signifie que Nunchia a repris ces deux ministères, tout comme l'avait fait Yunyat? Est-ce que cela signifie que Nunchia était le ministre de l'information, de la propagande et de l'éducation? Est-ce que ce titre ou cette fonction existait dans les documents officiels ou est-ce que d'autres personnes vous ont dit que Nunchia était le ministre chargé de ce ministère? Réponse. Nunchia est venue remplacer Yunyat, qui, elle, est retournée à son ministère. Je n'ai pas vu de document officiel précisant que Nunchia était ministre, mais c'était le ministère de la propagande et de l'information. Donc, nous avons vu que Nunchia était venu remplacer Yunyat, mais il n'y avait pas de document officiel concernant son remplacement ou sa reprise de fonction. Comme le ministère s'appelait le ministère de la propagande et de l'information, ce sont les termes que nous avons employés. Le président. Merci, maître. Avez-vous d'autres questions? Le président.
Il est l'heure de lever la séance. Nous allons reprendre l'interrogatoire de ce témoin demain. Maître Sonaroun, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le témoin. Je poursuivrai demain. Le Président, la parole va être donnée à la juge Courtright, qui a des informations à communiquer aux parties. La juge Courtright. Merci, Président. Le Président m'a demandé de donner des indications aux parties concernant notre volonté d'entendre des observations orales sur une question particulière. Je le fais parce que ce n'est qu'il y a peu de temps que les communications sont arrivées en Khmer et le Président n'a pas eu l'occasion d'examiner ce point. Actuellement, Ieng Sary est malade, il est toujours à l'hôpital. La Chambre prend différentes mesures pour recueillir l'opinion d'experts concernant le diagnostic. Et concernant le temps de récupération dont aura besoin Ieng Sary. La Chambre remercie sincèrement la défense de Ieng Sary, qui s'est dite prête à ce que son client renonce à son droit d'être présent pour la déposition de certains témoins. Mais il y a une question immédiate qui est liée à la situation à plus long terme. Autrement dit, on ne peut pas entendre certains témoins à l'exclusion d'autres. Et ceci concerne le témoin 428. Concernant ce témoin, au départ, la défense de Ieng Sary avait dit qu'elle était prête à ce que l'accusé renonce à son droit de participer à l'audience. La défense a à présent indiqué qu'elle voulait revenir sur cette décision de renonciation. Et ceci met en évidence les enjeux de long terme concernant la conduite des audiences à compter d'aujourd'hui. De toute évidence, au bout du compte, il appartient à la Chambre de décider des témoins à citer à comparaître et de l'ordre des comparutions. Cela dit, la Chambre attend les observations des parties concernant une question plus fondamentale, à savoir la question de savoir quelles mesures à prendre pour la suite du procès. Il serait bon d'avoir une discussion ouverte à ce sujet. Je ne vais donc pas faire de propositions. Il y a peu, la défense de Ieng Sary a déposé des documents. Elle a été appuyée par la défense de Khieu Samphan. De toute évidence, toutes les parties commencent à réfléchir à la manière d'organiser les audiences à l'avenir. La Chambre a donc décidé d'entendre des observations orales en audience publique concernant les différentes questions découlant de la maladie dont souffre Ieng Sary. Ces audiences auront lieu après l'audition et l'examen des éléments de preuve en rapport avec ce témoin. Et si le président en est d'accord, ce sera probablement avant la lecture des paragraphes suivants de l'ordonnance de clôture. Paragraphes qui sont pertinents dans le cadre de ce segment du procès, dans le cadre donc du dossier 002/01. On ne sait pas encore exactement à quel moment cela se fera. Ce sera assez vite après l'audition de ce témoin, lorsque les parties seront prêtes.
Monsieur le Président, je pense avoir couvert les différents points que vous souhaitiez que j'aborde. Le Président. Oui, cela est clair. L'audience touche à son terme. Les débats reprendront demain, mardi, à 9 h du matin. La déposition du présent témoin va se poursuivre et c'est la défense de Nunchea qui aura la parole en premier. Monsieur le témoin, votre déposition n'est pas terminée. Vous êtes prié de revenir déposer demain matin. Huissier d'audience, veuillez prendre les dispositions nécessaires pour l'hébergement et le transport du témoin. Veuillez faire en sorte qu'il soit dans le prétoire demain pour 9 h. Agent de sécurité, veuillez conduire Kyo Sampan et Nunchea au centre de détention et les ramener dans le prétoire. Demain matin pour 9 h. L'audience est levée.